Bonsoir et bienvenue sur Zoom pour ce débat intitulé « Quelles conséquences de la crise pour les pigistes ?» Alors, à l'initiative de Céline Camara, présidente du Club de la presse d'Occitanie, de Déborah Julès, Club de la presse de Bretagne, et Isabelle Bourdet, directrice générale du Presse Club, et moi-même, Robert Cassous. Alors, tout de suite pour intervenir sur cette rencontre et pour débattre avec vous, nous avons ce soir Julie Lalouette-Geffroy, coprésidente de Profession Pigiste, qui est Bonsoir. dans sa voiture. Marianne Oui, Chollet, retour de reportage. en charge des projets aux relations branches professionnelles chez Audience. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous avons Myriam Guillemot, responsable du pôle pigiste au SNJ. Bonsoir. Ah, l'image a Bonsoir à disparu. tous. Bonsoir. Et Pablo Ekel, journaliste pigiste, SNJ CGT. Bonsoir. Bonsoir Pablo. Alors, comme vous le savez, beaucoup de journalistes pigistes sont fortement impactés par la crise sanitaire et ont vu leur collaboration soit diminuer, soit carrément s'arrêter. Donc, tout de suite, une première question pour Myriam. On va commencer par vous, parce que je crois que vous êtes à l'origine d'une pétition qui a fait son effet jusqu'au sommet de l'État. Et donc, la première question, c'est quelles sont les conséquences de la crise sur les pigistes? La conséquence, c'est un décret qui dit que les pigistes doivent être indemnisés au chômage partiel, et dans la réalité des faits, ça tarde vraiment à se mettre en route. C'est-à-dire que les entreprises ont beaucoup de mal à calculer pour les pigistes parce qu'il faut faire des calculs sur 12 mois, trouver une moyenne, ensuite voir s'il y a eu plus ou moins que la moyenne en question. Enfin bref, moi je peux donner mon exemple personnel. Je travaille pour 5 groupes de presse différents. Pour l'instant, pas un seul n'a versé le chômage partiel aux pigistes. Tous sont promis, mais ce n'est pas en place. Donc, dans les faits, ça semble acquis. Dans les faits, il y a un décret qui cadre les choses et qui explique comment faire. Et dans la réalité, c'est tellement complexe que pour l'instant, il n'y a rien. Et juste comme ça, dans un des groupes pour lequel je suis déléguée syndicale, j'ai fait une enquête auprès des pigistes. Il y en a une quarantaine. Il y en a 13 qui m'ont répondu. Sur les 13, il y en a 11 qui ont des baisses de salaire sur les 3 derniers mois par rapport à cette moyenne, qui vont de 5-10% sur le mois de mars. On passe à 30 à 40% en avril, et sur le mois de mai, on est à 60-70% de baisse de pige, et toujours sans indemnisation. Donc voilà, en théorie, ça a l'air d'aller. Dans la pratique, pour l'instant, on n'y est pas du tout, quoi. D'accord. Mais peut-être que... Voilà. Merci. Marianne, je vous passe la parole pour savoir sur les mesures que vous avez mis en place chez Audience pour les pigistes. De votre côté, comment ça se passe? Marianne? Ouais, j'avais désactivé le micro, voilà. Nous, du côté d'Audience, on a essayé de faire ce que nous savons faire, c'est-à-dire essayer d'accompagner les plus précaires quand il y a des soucis. Dès le 23 mars, nous nous sommes mobilisés pour mettre en place une aide d'urgence exceptionnelle. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la panacée. Entre-temps, il y a eu donc la pétition et le décret qui est sorti. Et nous, de notre côté, parce que c'est important d'aider ceux qui sont le plus en difficulté, parce qu'ils sont déjà en situation de fragilité professionnelle, de fragilité financière, de fragilité sociale, parce que nous, on connaît bien la population des journalistes pigistes. On se rend compte que multi-employeurs, isolés, travaillant chez eux, ils sont d'autant plus impactés par la crise sanitaire que ça a été les premiers à en payer le prix. Et donc, on a mis en place une aide exceptionnelle d'urgence qui est traitée le plus rapidement possible. Nos services font une évaluation globale de la situation sociale du pigiste et de son foyer pour essayer de débloquer quelques fonds le plus rapidement possible. Alors, une précision, c'est une aide qui est non imposable, non remboursable et non renouvelable. Elle est vraiment ponctuelle. C'est une aide exceptionnelle qu'on prolonge exceptionnellement jusqu'au 31 juillet. Et malheureusement, je dirais, ça a eu un franc succès.
Pour faire court, audience, groupe de protection sociale dédié à la culture, à la communication, aux médias. On gère des populations aussi différentes que les intermittents du spectacle, les pigistes et on paye, la retraite complémentaire, on assure, la prévoyance et la santé. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais au niveau de notre action sociale globale, toute institution confondue, que ce soit retraite complémentaire, prévoyance, ou assurance de personnes, on traite en général 2 000 dossiers par an. Et là, depuis le début du confinement, depuis le mi-mars, nous avons reçu 3 500 aides. C'est énorme. On a mobilisé des tas de gens pour essayer de gérer donc ceux qui ont déposé des aides, qui n'ont pas encore eu de réponse. Malheureusement, je ne peux que les inciter à patienter parce que 3 500 en un mois et demi. Jusqu'aujourd'hui, on a traité 400 aides concernant des journalistes rémunérés à la pige. D'accord. Julie, Euh, pardon, excusez-moi, allez-y, je, finissez. si vous le souhaitez, je peux vous parler de la protection sociale globale du pigiste. Alors, si vous voulez bien, on va y revenir après, juste puisqu'on est sur le sujet. Je vais passer la parole à Julie pour qu'elle nous dise comment ça se passe et quel est son retour, puisque à profession pigiste, là aussi, vous avez vu un certain nombre de choses que vous vivez, puisque vous êtes dans votre voiture en reportage. Bah, alors c'est sûr que du côté des pigistes, comme l'a dit, Myriam, il y a le décret, il y a la théorie et puis il y a la pratique et dans la pratique, c'est très disparate parce que je pense qu'il y a plusieurs choses qui expliquent la difficulté d'appliquer le décret. Il y a la multiplicité des modes de rémunération des journalistes. Il y a ceux qui sont rémunérés à la pige, en CDI, en bonne et due forme, mais il y a aussi les CDD, les CDDU, ceux qui sont payés en droit d'auteur, ceux qui sont payés en facture. Donc évidemment, tout ça rentre pas dans les clous et donc là, il y a ce côté, pas d'indemnisation, pas d'application du décret, c'est normal, ils rentrent pas dans les clous. Il y a après les employeurs qui rechignent ou interprètent à leur sauce le décret, ce qui fait que c'est très difficile à appliquer, c'est ce qu'a dit, Myriam. Puis je pense aussi qu'il y a le rapport de force étant tellement défavorable pour les journalistes pigistes avec leur employeur, forcément, le pigiste va pas se dire: «Je vais aller démarcher, l'entreprise pour récupérer quelque chose». Ça peut être non seulement parce que, il a en contact que le rédacteur en chef, alors que c'est pas du tout par le rédacteur en chef qu'il faut passer, mais il faut connaître ses représentants du personnel et cetera. Il faut que les représentants du personnel et les coordonnées réussissent aussi à contacter les pigistes, donc il y a cette question-là. Mais il y a aussi, on a remarqué que les pigistes ont beaucoup d'employeurs. On avait fait un sondage et avec à peu près 90 répondants et les gens avaient entre 6 et 10 employeurs, dont, pas mal d'employeurs avec des petits montants, moins de 1 000 € par mois par an, pardon, moins de 1 000 € par an. Donc, est-ce qu'on se dit: «Je vais batailler, c'est de contacter un tel et un tel pour récupérer 50 €?» Et on pense qu'il y a beaucoup de gens, quelque part, je ne sais pas si on peut parler d'autocensure, mais en fait, qui vont pas y aller en se disant: «Ça vaut pas le coup». Sauf que 50 € plus 50 €, ça fait beaucoup, à la fin et puis surtout, si personne ne va réclamer pour faire appliquer le décret, comment faire un décret? Donc faut y aller, quoi. Faut que les journalistes se bougent, quoi. Mais Mhm. effectivement, dans les faits, il y en a beaucoup qui n'ont rien, qui se débrouillent. Ok. Alors, avant de revenir sur l'explicitation, et je vous repasserai la parole à Marianne, Pablo, vous pouvez rajouter quelque chose? Je sais que vous êtes aussi confronté à tout ça de près. Mettez le Pardon, son, Pablo. j'avais aussi le micro coupé. Bienvenue. Bah, d'une part, en tant que responsable des questions liées aux pigistes et aux précaires au SNJ-CGT, je pense que la mobilisation qu'on a pu faire en intersyndicale, je salue Myriam parce qu'on a passé un week-end entier à préparer un texte qui a été ensuite, c'était début avril, qui a été ensuite soutenu par de nombreuses associations de journalistes un peu partout en France, dont Profession Pigiste, à la plume des collectifs, etc. Je pense que cette mobilisation collective a été très forte et importante. Elle a permis à ce que le ministère de la Culture prenne les choses en main et se dise il faut faire un décret qui cadre les choses, parce que jusque-là, la tentation était que le ministère du Travail n'aille pas aussi loin qu'on le voulait ou qu'il laisse un peu
les entreprises, les directions se débrouillaient. Et donc, on a obtenu le décret tel qu'on le voulait, c'est-à-dire avec le seuil le plus bas. Et maintenant, il faut transformer l'essai dans les entreprises, je dirais, les plus récalcitrantes, parce qu'il y a quand même pas mal d'entreprises, notamment tout ce qui est PQN, je dirais, le groupe Bayard, le Figaro, par exemple. On a fait un tweet où le SNJ-CGT, la CGT a salué le Figaro parce qu'elle a été une des premières entreprises. Et c'est rare que la CGT salue le Figaro sur une question de droit social. Mais ils ont été une des premières entreprises qui a non seulement dit qu'ils appliquaient le décret correctement, enfin à la lettre, mais en plus qui faisaient le maintien de salaire à 100%. Ce qui n'est pas rien. Moi, je suis délégué du personnel dans une entreprise de presse professionnelle qui est le groupe Moniteur. Et il a fallu qu'on insiste pendant bien 2 semaines après, 2 semaines, même un mois après la sortie du décret, quand on a eu des informations. On nous a dit dans un premier temps qu'il n'était pas prévu qu'il y ait le maintien de salaire. Et puis finalement, avec pas mal de pression, on a obtenu le maintien de salaire. 16%, ça veut peut-être rien dire. C'est vrai qu'il y a des pigistes qui sont à 200 € de moyenne, mais il y a des journalistes rémunérés à la pige, permanents, très réguliers dans la presse pro, qui sont à 1500, 2000 € de moyenne avec ce genre de groupe. Donc 16% de la rémunération, ce n'est pas rien. Bon, on l'a obtenu. Maintenant, il faut transformer l'essai, que tout le monde se suive, que tout le monde fasse ses calculs et qu'on aille voir vraiment que tout soit dans l'ordre, quoi. Je dirais que le plus difficile, c'est pour les journalistes pigistes multi-employeurs qui ont énormément d'employeurs, qui ont 6, 10, 12 employeurs. C'est vrai que c'est plus difficile, notamment aussi bien dans les toutes petites boîtes que dans les très grandes, quoi. Mais c'est un peu la majorité, hein, les pigistes qui ont de multiples employeurs. Du coup, pour faire simple, est-ce que vous pouvez nous dire, on a entendu les 16%, mais qu'est-ce qu'il y a dans le décret d'important à entendre si on devait synthétiser, Pablo? Premièrement, oui. la condition pour être éligible. La condition pour être éligible, c'est la condition juridique la plus basique possible qui existe en France pour des journalistes rémunérés à la pige. Ce sont les mêmes conditions que pour être électeur dans une entreprise. C'est-à-dire 3 bulletins de salaire, dont 2 dans les 4 derniers mois. C'est un petit peu compliqué, mais 3 bulletins de salaire, dont 2 dans les 4 derniers mois. Il y a, pour les trimestriels, il y a une petite différence. Je crois que c'est, Myriam va me corriger, mais c'est au moins 2 sur les… si c'est des trimestres, c'est différent. Non, pour les trimestriels, il faut un bulletin de salaire sur les 4 derniers mois. Voilà, un bulletin de salaire sur les 4 derniers mois. Mais sinon, quand on a voté dans une entreprise, quand on a participé aux élections, il y a eu beaucoup d'élections ces derniers mois puisqu'il y avait les CSE. Quand on a pu voter dans une entreprise, normalement, on est éligible pour le chômage partiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est faire une moyenne sur les 12 derniers mois en prenant en compte donc, tous les bulletins de salaire et tous les mois travaillés. C'est-à-dire que quand on a commencé, là j'ai eu juste une question avant qu'on commence la réunion, quelqu'un qui a commencé à travailler il y a 9 mois avant mars, eh ben, il divise par 9. Si on a commencé depuis plus d'1 an, on divise par 12. Et je pense que c'est tout. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce décret, c'est qu'il fait une traduction… Juste, Pablo, juste une précision, il faut retirer le 13e mois. Oui, pardon, il faut retirer le 13e mois du total annuel et le diviser ensuite par 12. Une fois d'accord, ce 13e mois. Oui, parce que le 13e mois, le salaire brut, c'est le salaire, donc la pige, plus la prime d'ancienneté. On ne prend pas en compte ni le 13e mois, ni les congés payés. D'accord. Si, on prend les congés payés, Pablo. On prend les congés payés et l'ancienneté, mais pas le 13e mois. Par contre, des trucs tout bêtes, il y a parfois les frais qui sont indiqués sur les bulletins de salaire. Il faut évidemment les supprimer aussi. Donc, c'est vraiment le total moins le 13e mois divisé par 12 ou moins s'il y a eu moins de mois travaillés. Voilà. Et je voudrais juste préciser que dans ce décret, ce qui est quand même génial, c'est qu'il n'y a pas le critère de la carte de presse et il n'y a pas de critère de revenu minimum. C'est que ceux que vous donnez, mais il n'y a pas la carte de presse ni le revenu, quoi.
Pour dire juste un détail de ce que vient de dire Julie, en quoi c'est important, c'est dans d'autres pays européens, quand il a fallu aider les journalistes freelance, ou bon, chez nous c'est pigiste, ailleurs c'est freelance, il fallait aider tout le monde et on a mis des seuils. Et en Angleterre, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de freelances qui sont en train de se plaindre parce que le seuil qu'ils ont mis, c'est 50 000 livres annuels. Donc ceux qui gagnent moins de 50 000 livres annuels, ils n'y accèdent pas. Nous, avec notre décret, quelqu'un qui gagne 200 euros par mois ici, 300 euros par mois là, eh ben, on a droit à tout. Donc ça, c'est très important, le fait qu'il n'y ait pas de seuil de revenus pour avoir droit. Ça, c'est vraiment une compréhension qu'on peut avoir. On peut gagner le SMIC, on peut gagner 1 500 euros, 1 600, 1 800 euros par mois avec 4, 5, 6, 7 employeurs, au moins en théorie. Ok, merci Pablo. J'ai une question pour vous, Myriam. On va, en fait, oui. il y a Je des voulais questions apporter quand même une précision. Allez-y, Myriam. Allez-y. Ouais. Il y a un aspect vachement intéressant de ce décret. Donc, tous les pigistes en France sont censés être payés en salaire. C'est la fameuse loi Cressard de 1974 qui dit que la relation de travail entre un journaliste et son employeur ne peut être que salariée. Le décret, il est formidable parce qu'il vient conforter la loi Cressard, puisqu'il parle effectivement de salaire. Et en fait, il décrit quand un pigiste est considéré comme en CDI. C'est-à-dire qu'un pigiste qui a 3 bulletins de salaire sur l'année, dont 2 sur les 4 derniers mois, est considéré comme étant en CDI puisque c'est la condition pour accéder au chômage partiel. Ça veut dire que ce décret qui a été pris dans un contexte très particulier, celui de la crise sanitaire, il a force de loi. C'est un décret, c'est une loi, sauf que ça émane du gouvernement et non pas du Parlement. Et il sera utilisé ensuite parce qu'il reste valable en dehors du contexte sanitaire du moment. Voilà, donc c'est important pour tout le monde de le garder en tête. On a un truc qui nous dit, voilà, vous êtes salarié et vous êtes salarié en CDI si vous répondez à ces conditions-là qui sont relativement faibles. D'accord. Alors, juste là, il y a des petites questions qui sont arrivées. Je vais vous en poser une, Myriam, peut-être même deux. Il y en a une qui est, je crois qu'on a déjà à moitié répondu. C'est une question d'Anaïs et qui dit est-ce qu'on prend en compte les mois non travaillés dans le calcul de ce revenu moyen? Oui. La réponse est oui. Donc voilà pour Anaïs. Et la deuxième, en fait, c'est une question qui nous arrive. Sauf s'il y a une excellente raison. C'est-à-dire s'il y a eu un arrêt maladie, un congé maternité, un congé sabbatique qui avait été signifié à l'employeur, s'il y a eu un congé formation, ces mois-là, c'est des mois où le contrat de travail est suspendu. Donc ceux-là ne sont pas pris en compte. Okay, et si c'est juste qu'on a pigé 5 mois sur les 12, mais que ça fait 3 ans qu'on travaille pour le canard en question, l'employeur en question, c'est bien, on calcule bien sur 12 mois, même si on a travaillé, on a des bulletins de salaire que sur 5 mois. D'accord. Alors, il y a une autre question qui est arrivée de la part de Lise. Et alors, déjà, elle demande comment on fait pour reconnaître un représentant du personnel. Enfin, ça, j'imagine qu'il faut peut-être se renseigner dans les rédactions. Mais la deuxième partie est intéressante. Elle dit, donc, elle a reçu d'un média 100 € avec écrit caché et pas bulletin de salaire. Et un autre où il y a marqué bulletin de salaire sur un autre média où il y a indiqué pige. Donc, si elle reçoit caché d'un côté et pige de l'autre, est-ce que c'est la même chose? Non. Alors, d'abord, la question des délégués du personnel, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment pas… Ah oui, c'est une vraie question, je pense. Quand on est journaliste pigiste pour un média, l'entreprise cherche d'une manière ou d'une autre à ce que les journalistes pigistes n'aient pas de contact avec les délégués du personnel. Et les délégués du personnel ne sont pas toujours totalement ouverts à avoir des contacts avec tous les pigistes. Et même si c'est des salariés protégés, beaucoup de délégués du personnel n'ont pas envie que leur identité en tant qu'élus dans leur entreprise soit connue de leurs lecteurs. Donc, on ne peut pas publier comme ça sur le site d'un syndicat le nom de tous les élus du personnel. Mais on sait que c'est un problème. En tout cas, nous, en tant que syndicat, on l'a ciblé et on a mis en ligne un petit document sur le décret pour essayer un mot pour comprendre le décret, et on a mis la liste des médias dans lesquels on était présent. Mais de toute manière, tout pigiste, si on a une question, on ne sait pas si dans tel média, écrire au fil Twitter d'un syndicat, que ce soit nous, je pense que les autres c'est à peu près pareil, mais moi par exemple, si on ils ont une réponse d'assuré, voilà, c'est ça qu'il faut… SNJ CGT, je vais chercher si on est présent,
Et si on n'est pas présent, on va essayer de l'envoyer aux collègues, aux camarades des autres syndicats qui sont présents. Hein. On est vraiment en lien sur cette question-là avec tous les syndicats. Moi, ça ne me dérange pas d'envoyer à la CFDT quand les délégués sont CFDT, à EFO quand les délégués Ok, sont… d'accord. Je peux Alors, juste rebondir là-dessus. allez-y, Julie. C'est jusqu'à Profession Pigiste, on a fait une page sur notre site internet qu'on trouve en une du site, où on a essayé de compiler tous les dispositifs qui existent. Et pour le chômage partiel, on a écrit ce qu'elle vient de dire Pablo, et on a mis les adresses mail des pôles pigistes des syndicats principaux. Donc, il n'y a plus qu'à copier-coller l'adresse Ah mail bah pour parfait, Elise savoir va être qui est contente. chez vous. Oui, Parfait. en fait, on est pigiste, on sait qu'on est feignant, donc alors on prémâche le boulot. Non, mais là, c'est plutôt un manque d'information, vraiment, réel. Alors, Oui, oui, j'ai une oui, non, dernière non, oui. question et après, on revient à Myriam pour essayer de comprendre comment fonctionne le pôle, enfin, l'ensemble du dispositif qui a été mis en place par audience. On va revenir dessus. Donc, la dernière question, là, je sais pas, Myriam, peut-être. euh, euh, c'est- donc là, c'est une question de Valérie qui dit: je touche déjà le chômage, peut-on cumuler avec le chômage partiel? Oui, parce que ce sont deux mécanismes complètement indépendants l'un de l'autre. Le chômage partiel, c'est Pôle emploi. Le chômage classique, c'est Pôle emploi. Le chômage partiel, ça relève de chaque entreprise. C'est-à-dire que c'est l'État qui va verser aux entreprises qui payent le chômage partiel les sommes qu'elles ont versées à leurs salariés. Donc, d'abord, c'est l'entreprise qui verse. C'est une sorte d'avance sur les sommes qu'elle recevra ensuite de l'État. Mais ce sont deux choses totalement indépendantes l'une de l'autre, qui ne se gênent nullement l'une l'autre. Bon, Par bah, contre, il y a un point important quand même, c'est qu'il y a des gens qui touchent habituellement le chômage de Pôle emploi et qui font des piges, d'accord? Et qui déclarent chaque mois à Pôle emploi combien ils ont gagné. Donc là, sur les derniers mois, certains ont du coup reçu une indemnisation par Pôle emploi plus élevée que d'habitude, puisqu'il y avait moins de revenus. Si, dans un second temps, ils sont bien indemnisés par le chômage partiel de leurs employeurs, il faudra qu'ils le signalent à Pôle emploi. Sinon, ils risquent ensuite d'être recontactés par Pôle emploi pour le trop perçu. D'accord? C'est-à-dire que Pôle emploi indemnise en fonction des salaires du mois, mais si ces salaires ont a posteriori été compensés par du chômage partiel, il faudra bien le signaler à Pôle emploi pour éviter les ennuis. C'est important ça. d'accord. Bon, très bien. Alors, je reviens à vous, Marianne, et on va parler donc du pôle santé. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne pour les pigistes. Vous voulez bien? Ah oui, 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 bien sûr. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais surtout dire, c'est Audience est donc une caisse connue surtout pour la retraite complémentaire, mais surtout, nous sommes une institution à but non lucratif et on a été créé à la fois par les employeurs et à la fois par les partenaires sociaux salariés. Pour gérer quoi? Pour gérer la protection sociale, c'est-à-dire la retraite complémentaire. Et concernant les journalistes, et en particulier les journalistes pigistes, c'est écrit noir sur blanc dans la convention collective des journalistes. Il y a l'annexe 3 de la convention collective des journalistes qui définit la protection sociale des journalistes rémunérés à la pige. Et ça, c'est important de le savoir. À partir du moment où vous êtes rémunéré à la pige, vous avez donc un bulletin de salaire. Et sur ce bulletin de salaire, vous avez des cotisations employeurs et salariés pour vous, pour la retraite complémentaire. Vous avez également des cotisations employeurs et salariés pour vous, pour la prévoyance. La prévoyance, c'est le décès, l'indemnisation en cas d'arrêt de travail, une participation si vous êtes en invalidité, en incapacité de travailler. Il y a donc une aide pour la maladie, pour la maternité. Ça, c'est la prévoyance. Un capital en cas de décès. Bon, c'est pas drôle d'en parler, mais ça existe. Et tout ça, c'est écrit dans la convention collective. Vous avez des droits. On a rajouté à ça, dernièrement, depuis janvier 2016, vos partenaires sociaux se sont donc mis autour de la table et ont négocié pour vous un régime de protection sociale pour la santé. Vous pouvez, au même titre que l'ensemble des salariés, bénéficier de la participation patronale à votre complémentaire santé par l'intermédiaire du fait que l'ensemble de vos employeurs est obligé de cotiser à un fonds qui s'appelle le Fonds pour la santé des journalistes rémunérés à la pige. Et pour le pigiste, qui va s'inscrire à la garantie santé qui a été négociée pour vous par vos partenaires sociaux et qui est écrit dans votre convention collective,
Donc, le pigiste qui va s'inscrire à cette garantie, on va aller chercher dans le fonds la cotisation patronale. Et ça, c'est important. Parce que comme ça, au lieu de payer 42 € par mois votre cotisation à la complémentaire santé, vous ne paierez que 20,50 € le mois où vous présentez une pige et les 2 mois suivants. Alors, ceux qui commencent leur activité peuvent donc adhérer tout de suite à cette complémentaire santé. Et ça, c'est quand même un avantage extrêmement important. Et à partir du moment où vous avez atteint 8 104 € de pige cotisée pour l'année 2019, vous pouvez bénéficier de la participation patronale pour l'année 2020 et l'année 2021. C'est-à-dire que votre cotisation santé ne vous coûtera que 20 €. Alors, donc je vous disais que chez Audience, vous cotisez obligatoirement par l'intermédiaire de vos employeurs pour la retraite, pour la prévoyance et pour la santé. Et c'est pour ça que je disais au début qu'on peut mettre en place pour vous et se mobiliser au niveau de toute l'action sociale. On fait des choses au niveau exceptionnel, au niveau en ce moment par rapport au confinement, par rapport à la crise sanitaire. Mais sinon, il faut savoir que vous pouvez toujours nous contacter pour trouver des solutions quand vous avez des moments difficiles, quand vous avez aussi des ruptures dans votre parcours professionnel, parce qu'on a mis en place des accompagnements spécifiques pour vous accompagner, pour élaborer votre projet professionnel, pour redynamiser votre carrière, par exemple. Si vous êtes en rupture familiale, on peut toujours contacter nous, il y a des solutions. Voilà, je voulais dire que Audience était là pour vous accompagner. C'est vrai que c'est pas très gai de parler de ces choses-là, mais c'est bien d'avoir un endroit où vous pouvez poser vos questions et on cherchera à trouver des réponses. Avant de juste m'arrêter, je voulais abonder un petit peu dans le discours. Vous savez, donc nous, on reçoit l'ensemble des cotisations de tous les journalistes rémunérés à la pige, y compris ceux qui ne sont pas forcément journalistes professionnels. Pour vous donner une idée, Audience, en 2019, a 18 000 pigistes qui ont perçu au moins dans l'année une pige. Alors 18 000, ça fait beaucoup, surtout si on le met en face du chiffre de la CCIJP, où il y a 7 800 pigistes qui sont titulaires de la carte en 2019. Mais nous, on ne peut pas savoir qui est journaliste professionnel et qui ne l'est pas. Par contre, on a fait en 2019 une petite étude et on a 71% de ces 19 000 pigistes qui perçoivent moins de 9 000 € annuels. Sachant que c'est à peu près les seuils où on reconnaît un journaliste professionnel par rapport à la carte, on se dit qu'il y a à peu près 30% de journalistes qui perçoivent plus que ces fameux 9 000 € annuels. Voilà, c'est ce que je voulais dire, avec une moyenne d'âge de 42 ans, 46% de femmes et 61% d'entre eux qui habitent en Île-de-France. Voilà, c'est juste pour donner une Très bien, merci Myriam. On va revenir à vous tout à l'heure. Là, je voulais remercier Pablo. Pour ceux qui nous suivent en fait sur Zoom, vous pouvez aller dans le chat et regarder un petit peu parce qu'en fait, on vous met également des petits liens. Moi, j'ai repris en fait votre chiffre de 8 104 € minimum. D'ailleurs, j'ai fait une faute pour pouvoir bénéficier en fait d'audience pendant 2 ans. Là, je voudrais revenir en fait sur une question. Alors, je sais pas qui veut répondre. Vous allez, je vous la lance et vous me dites. Donc ça, c'est Laurence qui travaille chez Prisma et donc il y a plusieurs titres pour lesquels elle travaillait qui ont tout simplement disparu. Soit c'était des mensuels qui vont plus, soit et comme vous le savez, il y a aussi le problème Prestalis qui pose, qui est là et qui fait que les journaux se sont également arrêtés. Et donc sa question, c'est est-ce que du coup elle peut, dans sa direction dit que ça ne peut pas être inclus dans le chômage partiel, parce qu'en fait les titres fonctionnent plus. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est possible, ça? Les titres ont disparu, donc pas de chômage partiel. Enfin, je vais essayer de répondre. Je crois qu'il y a un problème propre à Prisma sur le chômage partiel des pigistes. Je ne sais pas exactement où ils en sont aujourd'hui, mais il y a encore une quinzaine de jours, c'était toujours pas réglé. En fait, pour balancer Prisma a des drôles de pratiques avec ses pigistes, c'est-à-dire qu'ils ont des pigistes postés. Donc faire une demande de chômage partiel pour les pigistes, alors qu'il y a des pigistes qui ne devraient pas en être, c'est un peu compliqué vu que la directe, du coup, va mettre son nez dans les affaires de l'entreprise. Donc, moi, c'est un soupçon que j'ai, je n'ai pas de preuves là-dessus. Mais je pense que c'est ça, parce qu'il y a trois groupes de presse de la même fédération patronale qui sont confrontés au même problème avec des pigistes qui ne devraient pas en être, et du coup on place le chômage partiel pour personne. C'est une chose, mais si en règle générale, au-delà de Prisma, si un titre n'est pas paru au cours des 3 derniers mois, ça veut dire qu'il n'y avait pas de boulot, donc c'est évident que le chômage partiel devrait s'appliquer. Donc là, c'est juste une volonté ou pas de la direction de mettre en œuvre les mesures indiquées par le décret du 16 avril. D'accord, donc Laurence pose une bonne question dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire Je pense que là, elle ne peut rien faire. Il y a énormément de boulot de fait par... aussi. Ouais, je sais qu'à Prisma, c'est le SNJ-CGT et le SNJ qui sont très présents parmi les représentants du personnel, et que les deux syndicats bossent bien ensemble, qui sont d'accord, mais il y a en face une direction qui refuse de plier. Enfin, soit elle finit par céder et valider les choses, soit elle refuse, auquel cas ça veut dire une procédure contentieuse au tribunal administratif contre la validation. Je ne sais même pas, tu sais peut-être, toi Pablo, si à Prisma il y a du chômage partiel pour les journalistes titulaires. S'il n'y a pas de chômage partiel, pour personne, c'est très difficile d'agir. S'il y a du chômage partiel mis ailleurs dans la boîte, il y a moyen d'attaquer ça au tribunal administratif pour dénoncer la rupture du principe d'égalité entre certains salariés, des gens en poste, qu'ils soient journalistes ou pas d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, et les journalistes pigistes. Mais voilà, qui est prêt à faire ça, ça ne peut passer que par une action collective. Oui, il y a du chômage par partiel pour les journalistes en pied, et si je ne me trompe pas, il y a même du maintien de salaire pour tout le monde. Après, Prisma, c'est extrêmement grand, et les réponses sont un peu différentes des fois d'un pôle à l'autre. C'est vrai que c'est pas évident, mais moi je suis d'accord avec Myriam, ça doit passer, ça va passer à un moment par une action collective. D'accord. J'ai une question pour vous, Pablo. Donc là, c'est Valérie qui demande doit-on demander le chômage partiel distinctement pour avril, mai, juin, ou on peut le faire directement une seule fois? Alors, je prends un exemple concret, celui de l'entreprise pour laquelle je travaille. Ils ont calculé d'abord mars et avril, et ils nous ont envoyé un mail pour dire vous êtes éligible en mars, vous êtes éligible en avril. Et début juin, ils ont calculé pour mai, et ils viennent de nous envoyer un autre mail pour dire vous êtes éligible en mai. Donc, quelquefois, ça prend du temps. Nous avons reçu nos bulletins de paye aujourd'hui, de mars, avril, mai. Pourquoi? Parce que les bulletins de paye sont mis sous pli par les agents de service paye, et qu'ils ne pouvaient pas accéder à leur bureau pendant le confinement. Donc, c'était bloqué de ce côté-là, sauf exception, certains pouvaient le demander en PDF. Et le versement va se faire fin juin pour les mois de mars et avril, et fin juillet pour le mois de mai. Donc, avec 2 mois de retard et de décalage. Donc, la réponse, c'est avec chaque entreprise s'organise à sa manière, il va y avoir du retard. Et ça, moi, j'ai eu quand même beaucoup de journalistes pigistes qui m'ont dit bon, le retard, c'est pas grave, on a l'habitude de jongler avec. Ah, on a perdu Pablo. Et surtout, connaît le maintien de salaire à 100%. Si les journalistes ont leur maintien de salaire, nous aussi, on a le droit d'avoir notre maintien de salaire. Bon, très bien, merci Pablo.
D'ailleurs, vous êtes remercié. Si je peux me permettre. Oui, Robert, allez-y, une Myriam. précision par rapport à la question. Ce n'est pas aux pigistes de demander le chômage partiel. C'est vraiment la direction de l'entreprise qui elle est seule à pouvoir en décider. Et donc, il n'y a que si elle ne le met pas en œuvre par elle-même, ce sont les représentants du personnel qui doivent en faire la demande auprès de la direction. Mais a priori, ce n'est pas le pigiste en tant qu'individu qui peut le faire. D'accord. Il peut être amené à le faire dans les toutes petites boîtes où il n'y a pas de représentant du personnel, mais autrement, il y a les seuls, c'est risqué de même pas avoir de réponse, quoi. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une obligation à le faire? Parce qu'en fait, c'est ça un peu le problème, c'est le flou le plus total, là. Pour Prisma, par exemple, elle demande, voilà, visiblement, personne ne l'a fait. Donc, elle demande… Il y a obligation, si une catégorie du personnel a été mise en chômage partiel, ça doit pouvoir s'appliquer à tout le monde. Ensuite, en regardant cas par cas, c'est-à-dire que là, les services publicités, par exemple, ils ont été très touchés par le chômage partiel, parce que comme il n'y avait pas de publicité qui rentrait, ce n'était pas la peine de faire continuer à travailler des quantités de personnes. En revanche, les services abonnements qui avaient été mis dans un premier temps en chômage partiel, là je parle de presse quotidienne, sont très vite revenus au travail parce qu'en fait il y a eu des abonnements numériques beaucoup qui sont arrivés pendant le confinement. Enfin bref, ça se décide vraiment au cas par cas. Mais si on travaille pour une entreprise qui a mis en place du chômage partiel pour une catégorie de personnel quelle qu'elle soit, et que nous pigistes qui avons subi une baisse de nos salaires n'avons pas été pris en compte dans les mesures de chômage partiel, oui, il faut monter au créneau. Là, il y a une rupture de ce truc-là, qui est un truc précieux, rupture du principe d'égalité entre les salariés. Parce qu'il n'y a pas le même traitement pour eux tous. Donc oui, il y a de quoi monter au front. Y compris à des endroits où le chômage partiel n'a pas été mis en place pour les journalistes. Je prends l'exemple du Monde, où le chômage partiel avait été mis en place pour d'autres catégories de salariés, pas pour les journalistes, mais on s'est mobilisé là, pareil, en intersyndical, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes rémunérés à la pige du Monde qui avaient subi une baisse de rémunération par rapport à leur moyenne. Et donc, le Monde a fini par mettre en place aussi l'indemnité d'activité partielle pour les journalistes rémunérés à la pige qui avaient eu une baisse. Il faut que ils comprennent, que les directions comprennent qu'on était dans une situation d'urgence et que la crise, elle vient là. Je vois une question de quelqu'un qui nous dit est-ce que ça va continuer après juin, juillet, août? Moi, je ne suis pas sûr. Ça, je veux dire, ça, on l'aura eu pour mars, avril, mai, juin. Si les directions ont fait les demandes pour ces périodes-là, les indemnités d'activité partielle correspondantes vont arriver en juin, juillet, et c'est tout. Après, derrière, il va falloir… soit il va y avoir des plans sociaux, soit il va y avoir des médias qui vont mettre la clé sous la porte, et ça, il va falloir qu'on fasse attention, ou il va falloir se battre avec des entreprises qui gagnent. Il y a déjà des plans sociaux qui sont partis là. Pardon, Julie? Il y a déjà des plans sociaux qui sont annoncés là, c'est déjà parti. Oui, bien sûr. Ça va être dur. Justement, je reviens donc à l'autre question qu'il y avait, enfin, par rapport au débat, concernant le report partiel de la réforme de l'assurance chômage. Qu'est-ce qui change? C'est quoi l'incidence sur… parce qu'en fait, c'est le prolongement de ce que vous disiez, Pablo. Est-ce qu'après, il y a d'autres choses qui peuvent être prévues dans ce dispositif? Julie, si vous voulez répondre. Alors moi, j'ai pas vraiment de réponse hyper détaillée. C'était que le premier volet, le volet qui va intervenir, qui devait arriver en avril et qui va arriver en septembre, va concerner les conditions d'indemnisation, le calcul, si on veut, de l'indemnité. Et évidemment, en fonction des salaires qu'on justifie, etc., ça va être la base du calcul. Avec tout ce qui vient de se passer, évidemment, ça rebat complètement les cartes. Mais le mieux que je puisse vous dire, c'est que Profession Pigiste organise un apéro en visio le 23 juin, donc mardi, sur ce sujet-là. Donc, je pense que là, on aura toutes les réponses mardi prochain. Et comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Ah, mais c'est parfait. Myriam, vous voulez nous dire quelque chose là-dessus? Qu'est-ce que vous savez sur le report de la réforme de l'assurance chômage? Elle est juste retardée. Ça va être encore plus difficile ensuite pour avoir accès à l'indemnisation par Pôle emploi. La période pour reconstituer ses droits va être allongée, etc. Enfin, il y a eu des rencontres, c'était fin de l'hiver et début du printemps, donc avant le confinement, au ministère du Travail sur ce sujet-là.
Là aussi, c'était en intersyndical. On a l'impression d'avoir été entendu, mais enfin, les pigistes, c'est tellement dérisoire. Enfin, si on prend ceux qui ont une carte, c'est 7500 personnes. Personne n'a envie de s'en mêler, de passer du temps là-dessus, quoi. Donc, on a fait des contre-propositions, on n'a pas de retour, et on devait avoir un nouveau rendez-vous pendant la période du confinement qui n'a pas eu lieu. Donc, on va remonter au créneau pour demander qu'il y ait un traitement particulier les concernant, et notamment sur la réactivation des droits, la possibilité d'avoir une activité maintenue alors qu'on est indemnisé, etc. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt le flou, quoi. C'est plutôt flou. Eh bien, ça fait beaucoup de flou. Oui. Marianne, je vous fais intervenir. Concernant cette réforme, est-ce qu'il y a des incidences, des choses qui pourraient bouger concernant audience, enfin les cotisations, les choses comme ça? Non, non, non. Comment vous dire? Nous, on est gestionnaire des accords signés entre les partenaires sociaux. C'est-à-dire que c'est eux nos donneurs d'ordre. C'est le comité paritaire pigiste qui se réunit pour voir l'équilibre du régime de prévoyance, de décès, de complémentaire santé qu'ils ont mis en place dans l'annexe 3 de la convention collective. Et ça, je pense que c'est important de l'intégrer, c'est le pigiste a des droits qu'il n'utilise pas. Et je voulais juste signaler une chose à laquelle j'ai pensé en vous écoutant. Vous pouvez être aussi pigiste et rémunéré également en droit d'auteur. Donc, vous pouvez faire appel aussi à d'autres aides. Il y a l'aide audience pour le salarié, mais il pourrait éventuellement y avoir une aide liée à la SCAM, par exemple, ou à la SGDL. Je ne sais pas. C'était une idée qui m'est venue en vous écoutant tout à l'heure, parce que il y a des accords droit d'auteur également qui sont signés dans certaines entreprises. Juste sur la SCAM, je me permets de rebondir. Je confirme ce qui vient d'être dit. Et la SCAM, ça concerne tous les journalistes à partir du moment où on écrit, du coup, on est auteur, et que du coup, qu'on est inscrit à la SCAM depuis plus d'1 an. Donc ça, c'est une démarche qu'il faut faire volontairement. On peut demander une aide d'urgence à la SCAM. Et il y a un fonds important qui a été débloqué. Donc il faut y aller aussi. N'hésitez pas à solliciter audience, mais aussi la SCAM. Il y a aussi les sociétés des gens de lettres qui a été citée. Enfin, il y a des aides à plusieurs endroits. À nouveau, on a compilé ça sur la page de profession pigiste Covid-19. Mais n'hésitez pas à solliciter les aides. Oui, nous aussi, de notre côté, on a essayé dès le mois de mars de communiquer aux pigistes quelles étaient les pistes qu'ils pouvaient avoir pour compenser les pertes de revenus éventuelles. Ça ne résout pas tous les problèmes. Aujourd'hui, vous avez droit au chômage partiel. Vous voyez qu'il y a énormément de difficultés pour faire valoir ces avantages parce que les employeurs sont quelquefois frileux, justement parce que c'est la reconnaissance du CDI. Et peut-être que les conséquences de la reconnaissance d'un CDI, ça les inquiète un petit peu. C'était une remarque en passant. Je dirais pas frileux, je dirais cynique, mais bon, je suis pas j'ai pas le même poste que Marianne. Pour revenir à ta question précédente, Robert, sur la réforme de l'assurance chômage, on a su se rassembler entre pigistes le 5 décembre dernier, pour la première manifestation contre la réforme de l'assurance chômage. Les journalistes pigistes ont participé derrière une banderole commune. Notre précarité, c'est votre désinformation, où il y avait tous les syndicats, il y avait des associations, il y avait profession pigiste, il y avait des collectifs, il y avait Reporters en colère, etc. Ça montre bien que de plus en plus, ceux qui ne l'avaient pas jusque-là, parce que certains l'ont depuis longtemps, mais qui n'avaient pas conscience qu'en étant journaliste, on était aussi travailleurs, prennent de plus en plus conscience et ils défendent et ils exigent le respect de leurs droits en tant que travailleurs. Cette réforme de l'assurance chômage, elle venait à un moment où le gouvernement avait envie de mettre de la pression sur les gens pour qu'ils se remettent au boulot, en gros. C'est les chômeurs sont des feignants, donc il faut qu'ils retrouvent du travail et donc on va leur réduire les aides pour que on va réduire les indemnités chômage pour qu'ils aillent chercher du boulot.
on a bien vu que les gens qui sont précaires et qui travaillent un peu avec du salaire et un peu subsistent avec les aides, les indemnités chômage, se sont battus contre cette réforme, que ce soit les travailleurs des remontées mécaniques, beaucoup de précaires se sont battus contre cette réforme et il va falloir se battre de nouveau si le gouvernement veut en septembre, c'est pas sûr, mais remettre en selle cette réforme, il va falloir qu'on y aille de nouveau comme le 5 décembre et qu'on soit nombreux et qu'on attaque, qu'on participe. Il faut qu'on soit conscient de nos droits, de notre situation et lutter contre la précarité dans le journalisme, c'est vraiment important. Ok. J'ai une petite question qui est arrivée, qui est, voilà, qui est intéressante. Nous sommes en juin. En fait, c'est une personne qui a commencé qui a fait des piges depuis janvier, mais en fait, elle n'a jamais rien demandé. Et donc, elle demande si c'est rétroactif, si elle peut demander une aide de façon rétroactive. Une aide ou l'activité partielle? L'activité partielle. L'activité Donc, une aide. partielle, elle doit être rétroactive. Il faut qu'elle se renseigne si elle n'a pas eu dans l'entreprise dans laquelle elle est pigiste régulière. Il faut qu'elle se renseigne pourquoi. Je viens d'avoir un écho d'un élu de Prisma qui me dit en effet, il y a pas mal de problèmes. Il faut remonter les cas un par un. Donc la personne qui a parlé de Prisma, qu'elle contacte les élus de Prisma et qu'elle étaye son cas parce que magazine par magazine, selon si le reportage a été reporté, etc. ou pas, on les fait rentrer dans le dispositif quasiment un par un quand on arrive à se rendre compte qu'il y a eu un problème. D'accord. Bon, on va passer. Alors, il y avait une autre question concernant la carte de presse en fait de 2020 et un accès aux différentes aides. Est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait là-dessus? Donc là, déjà, on peut dire que la carte de presse a été attribuée à tous les pigistes, enfin tous ceux qui l'avaient demandé quand les dossiers étaient faits. Qui peut répondre à ça? Myriam, peut-être? Myriam? Et c'est le. Ouais, c'est. Ah, non, c'est bon, vous m'entendez? Bien sûr, bien sûr. Oui. D'accord, pardon. J'hésite, Je vous en j'ai prie. muet, pas muet, enfin voilà. Ouais. Non, la commission de la carte a décidé effectivement cette année de faire un renouvellement automatique pour les. D'assurer un renouvellement automatique pour les pigistes, hein, afin de simplifier les choses, et envisage de reconduire la même chose pour le renouvellement pour 2021. On n'en est pas encore là, mais selon les difficultés qui seront rencontrées d'ici la fin de l'année. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des aides de ce côté-là qui ont été mises en place? C'est ça la petite question aussi. Dans la commission de la carte? Oui. Oui, non, la commission de la carte n'a pas de budget pour ça. On paye on paye des frais de dossier quand on fait une demande de carte ou une demande de renouvellement. Et ces frais de dossier servent à l'intendance de la commission de la carte. Mais il n'y a pas de fonds qui puisse permettre d'aider les pigistes. Ce n'est pas son rôle. Elle n'a pas un rôle de flic à pouvoir aller enquêter, par exemple, sur des entreprises qui ne paieraient pas les journalistes en salaire. Et elle n'a pas non plus de budget en dehors de son propre fonctionnement pour venir abonder des aides accordées par audience ou autres aux journalistes pigistes. Ce n'est pas son rôle. Ça ne relève pas du tout de ses fonctions. D'accord. Bon, alors je regarde s'il y a d'autres questions d'arrivée. Non. Sur l'apéro. En tout cas, merci d'avoir mis les petites informations en fait, qui permettent en fait d'avoir les renseignements. Alors, on va de toute façon là, on va être bientôt terminé. S'il n'y a pas plus de questions, donc c'est le moment de poser vos questions. Et sur ce que nous avons dit aujourd'hui, en fait, on voit quand même, si on veut faire une petite synthèse, il y a quand même pas mal de difficultés en fonction des groupes de presse, en fonction même des médias, des titres de presse en question, entre ceux qui ont disparu, les problèmes de Prestalis, les problèmes de pigistes, si on est permanent, si, comme le sont pas mal de personnes, on travaille pour une dizaine de groupes différents, de médias différents, ça pose un problème en fait pour pouvoir rassembler les informations, les avoir à un seul endroit, qui nous permettent en fait de savoir où on en est, parce qu'en fait le problème il est quand même là, non, si on doit faire la petite synthèse de tout ça, non? Qui veut répondre?
C'est clair que ça va être hyper compliqué quoi, là-dessus. Il y a vachement de cas par cas en fait, parce qu'on voit des grandes lignes, par exemple avec les journalistes sportifs ou culturels qui ont été particulièrement exposés. Mais après, il y a les pigistes, mais il y a la multiplicité des pigistes entre leurs employeurs, les modes de rémunération. On le sait bien, normalement à la pige, on est payé à la pige en CDI, mais on connaît aussi les pratiques des employeurs. Et c'est vrai que c'est très très compliqué de s'y retrouver quoi. D'autant plus que s'ajoute la question de Prestalis, s'ajoutent les plans sociaux qui ont été annoncés, ceux qui n'ont pas encore été annoncés, qui vont sûrement arriver. Il y a les jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail, qui n'ont pas leur stage et leur contrat d'été. Je pense que septembre, ça va être assez sport, à mon avis. Effectivement. Oui, ça va être, Oui, Pablo. ça va être très dur. L'année dernière avait été une année difficile pour la presse avec, si nos comptes étaient bons, il y avait eu plus de 1000 suppressions de postes de journalistes dans les médias. Et cette année, sincèrement, on s'attend à une année très difficile. Je vois que Marie pose la question sur si on envisage que beaucoup de médias vont licencier ou faire un plan social. Sincèrement, oui, les médias qui étaient ric-rac ou les médias qui sont les plus euh, en difficulté, je pense par exemple à BFM, RMC, où un plan social n'a pas été encore totalement clairement. Oui, n'a pas été clairement annoncé. On a perdu Pablo. Quelqu'un veut reprendre? Il y a le Parisien et l'équipe qui sont en train Surtout dans les médias d'annoncer journalistes, encore aussi. une fois, il y a des Ah, médias qui marchent bien, qui gagnent de l'argent. Il faut aussi que les gens qui sont enfin, et professionnels et s'intéressent au travail qu'il fait, mais je trouve que pas encore assez de gens s'intéressent à ses conditions de travail, à comment fonctionne son entreprise, qu'est-ce qu'elle déclare, combien elle gagne, etc. Enfin, le groupe Infopro Digital, pour le reciter, c'est un groupe qui gagne énormément d'argent, qui a déclaré 19 millions d'euros de bénéfices l'année dernière. Là, on peut aller exiger que les journalistes pigistes soient correctement traités, ce qui n'est pas toujours le cas. Julie, vous vouliez… Oui, en fait, ce que je voulais aussi dire, c'est que s'il y a un conseil pour avoir un petit peu la patate quand même, c'est en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que les pigistes sont toujours très isolés. Et là, on voit bien, enfin, en tout cas du côté de profession pigiste, de la boîte mail, de profession pigiste, les réseaux sociaux, etc. Il y a beaucoup de demandes d'interrogation et les gens sont en train de se rapprocher, quoi. Et c'est vrai que là, par exemple, pour le chômage partiel, surtout n'allez pas démarcher votre rédacteur en chef, hein, n'allez pas vous le mettre à dos, etc. Et puis c'est pas votre boulot. C'est vraiment essayer, comme le disait Pablo, identifier l'entreprise dans laquelle vous êtes, qui sont vos représentants du personnel, rencontrez-les, rencontrez des collègues, parce qu'il y a encore, enfin, le combat, c'est que le début, hein, il y a encore pas mal de boulot derrière. Donc je pense que le premier truc en tant que pigiste, c'est vraiment de se rassembler, de se rencontrer. Et oui, bien sûr, je vois ton mot, Pablo, oui, bien sûr, syndiquez-vous. Et le décret sur le chômage partiel, c'est bien la preuve. Enfin, si on a encore qui se demandent à quoi ça sert les syndicats, le décret du chômage partiel, voilà, ça c'est le résultat, par exemple, quoi. D'accord. Ah bah, justement, on va Après, rester. je vois des pubs sur les, sur les Oui, messages oui, de non, Zoom. mais bon, là, après, c'est autre chose. Quelqu'un a demandé pour le cachet. Ah, le cachet, ce n'est pas une pige. Hein. C'est pas normal qu'elle ait Non, des piges en c'est cachet. clair. Hein. D'accord. La petite question là, c'est pour chez Milan Presse, en fait, du groupe Bayard. Donc, j'ai Eric qui demande, en fait, si on connaît les modalités de chômage partiel là-bas et surtout s'il y en a. Est-ce qu'ils en ont mis en place? Ah, moi, ça m'étonnerait que Bayard Presse n'ait pas mis en place. C'est un des exemples de plutôt bon traitement des journalistes rémunérés à la pige. Il y a carrément un accord cadre pour les journalistes pigistes réguliers. Je n'ai pas d'infos particulières parce que le SNJ-CGT n'est pas présent chez Bayard, c'est nos collègues de la CFDT. D'accord. Et le SNJ également, donc oui, il y a bien eu des Et le mesures SNJ de chômage. également, pardon. Oui, le Bayer a bien mis en place des mesures de chômage partiel pour les pigistes. En revanche, Eric, il me semble que tu parlais de Milan, qui est une filiale de Bayer, et Milan, Exactement, ouais. c'est toujours plus compliqué. Donc, je sais que pour Bayer, c'est en place. Pour Milan, en revanche, j'ignore. Et je ne suis même pas sûre qu'il y ait des représentants du personnel d'un quelconque syndicat à Milan. C'est vraiment à part comme organisation.
Ah ben voilà, il a sa Moi, je voulais réponse. juste rajouter une chose. De la même façon que nous, on a pu accompagner les pigistes. Pourquoi? Parce qu'on perçoit l'ensemble des cotisations via les bulletins de salaire. Les entreprises de presse cotisent chez nous également pour les salariés permanents. Et on a mis en place des aides pour les entreprises et notamment des délais de paiement. Et on se rend compte que énormément d'entreprises de presse, qu'elles touchent des dividendes et qu'elles reversent de l'argent à des actionnaires ou pas, ont fait des demandes de délai de paiement. Et un premier bilan a été fait. Les chiffres seront à confirmer, mais globalement, on a perçu 30% de moins de cotisations que d'habitude sur un mois donné, ce qui est énorme parce que 30% de moins, ça veut dire qu'il y a une énorme masse salariale qui n'est pas cotisée. Voilà. Et ça, c'est important. Nous, organismes à but non lucratif, ce sont les cotisations qui nous permettent de verser les prestations. À un moment donné, quand les cotisations ne seront plus versées, on va devoir se poser la question quand même. Il faut aussi que les employeurs prennent leurs responsabilités sur le versement des cotisations. Voilà. Mais une question, Marianne, justement, puisque vous parlez de ça, c'est parfait. Est-ce que les entreprises en difficulté, donc les groupes de presse en difficulté, ont l'obligation quand même de continuer à payer leurs cotisations? Comment ça se passe? Et s'ils déposent le bilan ou qu'ils se mettent oui, bah c'est ça, en dépôt de bilan, est-ce qu'ils doivent… Alors, non, alors il y a plein de choses. On va dire une entreprise qui Simple. n'a pas de, voilà, qui n'a pas d'action judiciaire, par exemple. Ouais. Alors, les reports de paiement ont été accordés par l'État concernant les cotisations URSSAF. Pour la retraite complémentaire, la prévoyance et la santé, il ne faut pas oublier qu'il y a à la fois une participation patronale et une participation salariale. Quand ces cotisations-là sont déduites sur un bulletin de salaire, c'est aussi votre argent qu'ils ne reversent pas. Et ça, c'est… Il y a quelque chose de pas bien de ne pas reverser ce qu'ils vous déduisent d'un bulletin de salaire. Qu'ils ont déjà Voilà, déduit. Hein. Ouais. Tout à fait. Ma première remarque, parce que c'est votre Marianne, argent pour votre avenir. Oui. C'est sur quelle période que tu as c'est sur quelle période que tu as constaté cette baisse de 30% Sur le mois des d'avril. cotisations? Pour l'instant, j'ai Le mois que les d'avril, chiffres d'accord. du mois d'avril. D'accord. Et c'est à confirmer. Hein, c'est à confirmer. Ouais. Ça veut dire D'accord. 30% de moins de cotisations. C'est énorme en termes de masse salariale. Mais j'aurai des chiffres officiels. Là, c'est à confirmer. C'est juste pour alimenter le débat et pour dire qu'il y a soit des masses salariales qui ont diminué, soit énormément de délais et de reports de paiement. Je ne peux pas encore analyser ce chiffre-là. D'accord. C'est peut-être de l'argent que nous allons recouvrer en octobre ou en novembre. C'est juste un paiement différé. Je ne sais pas. Et si on parle d'une entreprise qui met la clé sous la porte, qui est en cessation de paiement, en redressement judiciaire, on peut parler de Prestalis, par exemple. Eh bien, à partir du moment où il y a un jugement, il y a un mandataire qui est désigné et tout est gelé. C'est-à-dire toutes les dettes antérieures à la date de ce jugement, toutes les cotisations qui n'ont pas été payées sont gelées. Et le mandataire judiciaire, par rapport au plan de continuation ou pas de l'entreprise, va établir un plan de remboursement sur 20 ans et petit à petit va reverser effectivement les cotisations. Nous sommes en créance privilégiée concernant uniquement la part salariale des cotisations de retraite complémentaire. D'accord. Voilà, les autres cotisations, elles viennent une fois que tout le reste est payé. C'est-à-dire, la première chose, ce sont les salaires. Ensuite, c'est l'URSSAF, les fournisseurs, et ensuite seulement le reste. Ok, parfait. Bon, écoutez, ça touche à sa fin. J'ai une petite question là qui vient de tomber d'Anne-Sophie. Donc, un des titres de presse pour lequel elle travaille risque de disparaître. Et elle me dit, bah, du coup, il ne sera plus question du chômage partiel, mais du chômage total. Quelqu'un peut répondre? À ce moment-là, c'est Pôle emploi. Oui, mais
Et en même temps, c'est intéressant cette question parce qu'il y a autre chose derrière. C'est-à-dire que Oui. pour être à Pôle emploi, il faut aussi avoir été licencié en bonne et due forme. Donc, si les piges s'arrêtent, il faudrait être vachement vigilant justement là-dessus et demander à être licencié en bonne et due forme de façon à pouvoir avoir les documents de fin de contrat dont Pôle emploi a besoin pour pouvoir enregistrer la personne et lui verser son aide au retour à l'emploi, enfin son indemnisation chômage. D'accord, mais Oui. Pour Anne-Sophie, on peut lui dire que c'est une obligation de la part de l'employeur ou s'il ne veut pas la licencier en bonne et due forme parce que, par exemple, elle est pigiste, visiblement c'est une pigiste. Comment ça se passe là? Parce que là, c'est toujours le même problème, c'est C'est compliqué. une bagarre prud'homale. Oui, oui. C'est vraiment un combat difficile, hein, y compris les entreprises bien établies qui travaillent avec énormément de journalistes rechignent à licencier les journalistes rémunérés à la pige. Certains peut-être ont d'autres exemples, mais moi j'ai beaucoup de cas de gens qui, y compris une cessation de parution d'un titre, ils ne veulent pas licencier les pigistes. Oui. Oui. Exactement, oui. Si, ça En effet, je suis. Ouais. Je sais pas. Ok, donc quelqu'un peut répondre à Eric, s'il vous plaît? Moi, je pense que non, mais je ne suis pas certaine de ce que je vais dire. Je pense que non. Et en fait, c'est dans ce que tu as demandé dans tes deux procédures au prud'homme puis en appel, il aurait fallu demander, et je ne crois pas que ça a été fait, parce que je crois me souvenir à peu près bien de ton dossier, il aurait fallu demander que l'employeur te verse également les indemnités de chômage que tu n'as pas reçues du fait qu'il n'avait pas respecté la procédure de licenciement et ne t'avait pas filé les documents. Bref, je suis en train de me rendre compte maintenant qu'on a oublié des trucs dans ta procédure, Eric. Bon, voilà. Tu peux te retourner contre le SNJ si tu veux. Hein, ce serait. Myriam. Pour les prochains, vous y pensez. Hein, vous notez pour les prochains. Tout à fait.
Complètement. Ça, c'est vraiment. Non, non. Pablo, un petit mot de la fin. On va bientôt terminer là. Okay. Oui. Pablo, tu voulais dire quelque chose? Petit mot de Non, la fin. juste que, véritable recommandation, ça, ce que vient de dire Eric, hein, nous on le pratique beaucoup en presse professionnelle, en tout cas au groupe Moniteur, se rassembler entre pigistes du même média pour peser, pour poser les questions comme il faut, pour être élu représentant du personnel, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'avoir des semblables parmi les élus du personnel qui portent les questions. Les difficultés des SR sont portées par des SR, les difficultés des chefs de rubrique sont portées par des chefs de rubrique ou par les commerciaux par des commerciaux. Et quand on a des pigistes, c'est vraiment, quand on a des journalistes rémunérés à la pige, j'insiste, ça porte bien les problématiques. Donc, se rassembler et sur cette thématique du licenciement en bonne et due forme d'un pigiste, pour moi, ça devrait être un de nos combats sur les prochains mois ou prochaines années. Travailler pour créer une doctrine là-dessus. Oh, ben, très bien, merci. Ok. Il y a même la présidente du club, de l'Union des clubs de la presse de France. Du Presse Club, Isabelle Bourdet, la directrice générale. Ouais. D'accord. Un petit mot, Julie est partie, donc un petit mot Myriam pour terminer. Oui, Je suis pas partie. Juste un... Ah, je la vois pas, pardon. Donc Myriam, et je repasserai la parole à Julie. Pardon Julie. Si je peux prendre la parole, donc Cynthia Manata pour le président du club de la presse Occitanie. Justement, ça fait un moment, et j'en avais parlé avec Profession Pigiste, qu'on voulait faire une réunion sur comment choisir son syndicat, parce que moi, je partage tout à fait le constat général, et c'est une problématique qu'on rencontre beaucoup en Occitanie. On a du mal à fédérer les pigistes, et je pense, enfin moi, peu importe si c'est chez les syndicats, chez Profession Pigiste, moi, ce que je pense, c'est que vraiment, c'est important d'être nombreux. Et concernant les syndicats, je crois qu'il y a une problématique peut-être sur le choix. Donc, je vous le dis, on va relancer une réunion pour que chacun du syndicat puisse s'exprimer. Le but étant surtout qu'on rappelle aux gens que c'est important de se syndiquer et qu'on a besoin des syndicats et que plus on est nombreux à adhérer, et plus ils pèsent de poids pour les négociations. Merci. Ok, merci Eric. Julie, un petit mot de fin? Oui. Bon, je vais pas, trop répéter, mais c'est juste de marteler encore un petit coup. Ne pas rester seul, rencontrer des collègues évidemment dans les syndicats, les assos et cetera et en fait, la profession pigiste, pour ceux qui veulent bien sûr, fin août, on va faire un peu des retrouvailles parce qu'on se dit qu'on déprime un peu tous, on quand même, hein et du coup, avant la rentrée de septembre, fin août, on va essayer de se faire un rendez-vous, sur Paris pour se voir en vrai, rencontrer plein de collègues et on va essayer de faire venir des gens qui nous enthousiasment. Donc
Donc voilà, si vous avez envie d'un rendez-vous qui file la patate pour les pigistes, ça se passera à Paris fin août. Et on pourra se voir en vrai, sans Zoom. Ok. Myriam, le petit mot de la fin? Oui. Moi, je reviens un petit peu en arrière sur ces histoires d'organisation par médias ou par groupe de presse. Moi, je sais que depuis le début du confinement, je dois participer désormais à 8 ou 9 groupes de pigistes, ou sur Facebook ou sur WhatsApp. Moi, je trouve ça super, effectivement, pour se rendre compte que les problématiques sont communes et que, du coup, oser sortir du bois pour dire on a tel ou tel problème, quoi. Voilà. Celui dont parlait Eric, où je crois qu'il y a aussi des représentants du personnel qui sont dessus, ça c'est super parce que du coup il y a la jonction qui est faite entre la base pigiste et la direction par ce biais-là. Et sinon il y en a d'autres auxquels je participe où les directions ne sont pas présentes, mais ça a permis de faire avancer ensemble des demandes communes. C'est-à-dire voilà, ça crée une cohésion, c'est extrêmement précieux. C'est extrêmement précieux. Bon, très bien. Marianne, un dernier petit mot Bah, de tous vous remercier. juste pour dire qu'on est là. Moi, je vous remercie tous. En tout cas, audience est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à aller sur notre site internet parce que je trouve que les pigistes se renseignent pas suffisamment ou trop tard quand il leur arrive un pépin. Donc, n'hésitez pas à venir trouver nos solutions et à vous faire accompagner. Le www.audience.org. Bon, mais très Merci bien. beaucoup. Il nous reste donc à remercier le club de la presse d'Occitanie qui nous a accueillis dans ce petit Zoom. Merci également au club de la presse de Bretagne et également au Presse Club de France. Et puis, du coup, on se dit, comme ça a été peut-être annoncé tout à l'heure, si j'ai bien entendu, qu'on se retrouve peut-être très prochainement. Merci à vous tous. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne Au soirée. revoir. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.